matin même, avait de nouveau au ciel levé les yeux en entendant dire qu'il n'y avait heureusement aucune victime à déplorer. Il est des victimes dont on fait des dommages collatéraux, comme si la vie pour être digne avait besoin d'une raison qui fût humaine et encore. Merci. Donc voilà, en gros, pour planter le décor de cette terre qui brûle, ou cette terre brûlée. Et moi, je voulais commencer par vous, avec vous, Annette, sur votre livre, Le Grand Enfouissement. En gros, voilà, on a une espèce d'ordre érudit, à la fois religieux, on a l'impression que c'est des moines, à la fois chinois, à la fois un peu chrétiens. Enfin, bref, on peut dire aussi... comment dire, ouais, un ordre d'intellectuels, de gens qui vont aussi se dire à un moment donné, voilà, on doit gérer les déchets nucléaires et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et cette question, effectivement, que vous posez dans le bouquin, faut avouer que je me suis jamais posé cette question-là du tout. Je me suis dit, mais, en lisant votre livre, je me dis, qu'est-ce qu'on fait effectivement avec ces déchets dans 1000 ans? Le jour où tout aura changé, tout aura été oublié, nos langues auront été oubliées, notre mode de vie peut-être aura disparu. On va laisser un sacré chenille, comme on dit en Suisse, aux générations suivantes. Et là, vous partez dans une histoire totalement de notre temps, subtile, intéressante, qui pose énormément de questions, avec 5 premiers, alors des différents personnages que vous mettez en avant, qui nous expliquent aussi leur scénario du futur. Ils sont tous aussi... comment dire, inquiétants les uns que les autres, mais qui aussi portent un certain espoir. Moi, je voulais comprendre, et c'est la question que je vais vous poser à vous trois, comment être tombé sur cette idée, pour commencer, comment creuser et réfléchir aussi sur notre temps, en allant aussi loin, finalement, dans les perspectives historiques et au niveau de l'écologie et du temps qui passe. Oui, alors cette histoire, cette idée... d'un clergé atomique n'est pas de moi. Je suis tombée sur cette idée qui est assez récurrente dans les milieux des scientifiques qui s'occupent de ces problèmes des déchets nucléaires. Et à l'époque, j'étais secrétaire centrale du syndicat des services publics en Suisse. Et un de nos sections voulait faire son excursion annuelle dans le laboratoire souterrain de Montéry, c'est pas loin d'ici, au Jura, près de Saint-Ursanne, au Jura suisse. Et là, l'ANDRA, les institutions suisses, états-uniennes, japonais font des expériences pour les IGO, par exemple, près d'ici, ou des autres décharges des déchets. Et là, c'était un représentant scientifique de la NAGRA, c'est l'ANDRA suisse, qui nous a dit, oui, bon, les problèmes techniques, on les a résolus, on sait très bien comment construire, mais on n'a pas encore résolu le problème de la mémoire. Et c'était lui qui nous a raconté cette histoire d'un ordre, ou qu'il faudrait peut-être fonder un monastère. Et moi, je pensais que c'était absurde. On a l'écriture peut-être 4000 ans, et les monastères les plus vieux sont 1500 ans. Et après, les déchets, ils restent dangereux des centaines de milliers d'années. Alors, mais en même temps, je me sentais interpellée. J'avais même la fantaisie d'intégrer cet ordre. Et je me suis demandé pourquoi. Et je crois qu'il y avait quelque chose à faire avec des expériences des quarantenaires comme moi, ou maintenant quinquagénaires. Quinquagénaire. Oui. Ce sont des mots que j'ai appris dans le livre de M. Hirsch. Non, et non, mais j'ai pensé que ce sentiment d'avoir raté un peu. Moi, j'étais écolo depuis toujours, et c'est dans ma vie qu'il y avait une accélération des destructions énormes. Et alors, un sentiment dans les institutions qu'on est entre panique, activisme paniqué, des réformes
maniaque et une paralysie de peur. Et comment y sortir? Et là, l'idée de se construire un quotidien beau, où on trouve le calme pour bien réfléchir, pour agir, pour se concentrer sur son travail, pour faire le travail bien, pour prendre une tâche précise et le faire bien. Ça, il y avait dedans un sentiment de bonheur. Et j'ai suivi ce sentiment de bonheur en écrivant ce livre. Oui. En même temps, vous vous projetez très très loin, hein, puisque effectivement, 5 personnages. Vous nous direz après lequel des 5 c'est vous, peut-être un peu des 5 aussi, à voir. Mais 5 personnages qui vont devoir transmettre la bonne parole, un peu comme Jésus et les apôtres, quoi, à un moment donné, si on peut prendre une comparaison de paraison, mais enfin, c'est un peu l'idée, et disperser ce savoir pour faire en sorte que dans 100 000 ans ou dans 200 000 ans, quoi qu'il arrive, on sache encore quoi faire de ces déchets, finalement. C'est ça l'idée. Oui, non, mais je crois pas. Au premier pas, ils veulent savoir soi-même. Ils ne sont pas encore prêts à prêcher. Et ce n'est pas leur rôle. Et ils ne veulent pas, ils veulent comprendre soi-même. Et ils sont une infirmière philippine, une spécialiste de caisse de pension suisse. C'est un peu... Oui, c'est moi. Et puis un physiciste russe mais qui travaille à Genève dans un ONG et un travailleur d'une centrale nucléaire après un burn-out et une Française, Céline de Clermont-Ferrand, linguiste. Et ils veulent apprendre l'un des autres. Et c'est très important qu'ils se racontent des histoires. Et alors, dans le livre, il y a 3 ou 4 nouvelles science-fiction. Ce sont les scénarios. Et pour moi, c'était le défi. Est-ce que j'arrive encore à écrire un scénario utopique? Et ça, c'était en 2019 que j'ai encore réussi à faire ça. D'accord. On est finalement aussi 3 bouquins où il y a un scénario un tout petit peu utopique. C'est votre cas aussi, Martin. Alors, je ne sais pas si c'est utopique, peut-être. En l'occurrence, est-ce que ça existe? Peut-être que vous avez des scoops à nous donner, je ne sais pas. Hein. Parce que vous, en gros, moi, c'est pas utopique, c'est wishful thinking. Non, je voudrais provoquer ce qui se passe dans le livre. En gros, moi, c'est ma frustration face au réel. Du coup, j'ai pris la fiction pour revenir, pour que le réel s'inspire de la fiction. En gros, vous, ce que vous introduisez, c'est la question d'une forme de résistance à l'agent Moulin contre ce qui se passe, des gens qui en ont marre, qui sont dans le système et qui peuvent influencer le système. Commence à lancer des cyber-attaques. Enfin bref, en gros, vous vous transformez en éco-terroriste, dans le sens propre du terme, vous l'assumez d'ailleurs. Alors, je ne sais pas du tout, parce qu'effectivement, il se trouve que j'ai eu cette discussion avec Bruno Latour, dont je suis venu lui parler du livre 8 jours avant sa mort. Et je suis venu lui parler du livre que j'étais en train de terminer. Et il m'a dit, mais tu es en train de faire une apologie de l'éco-terrorisme. C'est un peu l'idée quand même. Je n'avais pas du tout compris ça. Moi, je n'avais pas compris mon propre livre, je crois. Le point de départ, moi, c'est vraiment un amphithéâtre comme cela, des jeunes, des scientifiques. Et j'ai fait intervenir Jean Jouzel, Philippe Grandcola, pas mal de scientifiques, certains d'entre eux membres du GIEC, devant des jeunes, parce que je trouvais ça important de les sensibiliser aux enjeux climatiques. Et je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien moi-même. Et que par ailleurs, ce que je pensais de l'exagération, par exemple, je croyais que la 6e extinction, c'était un truc qui avait été inventé par Steven Spielberg. Il avait fait Jurassic Park et qu'il pensait... Et donc Philippe Grandcola, on lui demande, mais la 6e extinction, c'est un vrai truc? La 5e, c'est les dinosaures. Il dit, la 6e, oui, elle est bien plus puissante que la 5e. Ça va 20 000 fois plus vite que la 5e extinction. Donc, ce n'était pas un truc de science-fiction ou de magazine à sensation. C'était la description que faisaient les spécialistes de la biodiversité du CNRS. De la même manière, j'ai emmené tous ces jeunes à l'Aiguille du Midi sur les flancs du Mont Blanc avec Ludovic Ravanel, qui est un grand glaciérologue et par ailleurs guide de montagne. CNRS
et guide de montagne qui leur a dit, ben voilà, ça, là où on est, probablement dans 10 ans, on ne pourra plus jamais y aller, parce que le permafrost ayant décelé les rochers, ces grands pics, qui pour moi sont des souvenirs d'enfance, vont disparaître, etc., etc. Et donc, cette prise de conscience, probablement tardive, probablement rapide, mais qu'effectivement, il y avait une si forte certitude parmi les scientifiques et tant d'ignorance ou de négligence parmi les décideurs, etc., m'a poussé à dire, si on ne peut pas agir assez fort dans le réel, effectivement, imaginons un scénario dans lequel ma génération, poussée par le désarroi des jeunes, et le désarroi des jeunes face à la transformation climatique est une réalité, où cette génération, enfin, se dirait, on a une responsabilité, on agit. Et si on n'arrive pas à agir par les voies légales, soyons à la hauteur de ceux qui nous ont précédés dans des situations aussi dramatiques et agissons par toutes les voies qui justifient la fin. Sans tuer, mais donc en utilisant des grandes compétences informatiques pour aller s'amuser à bloquer les systèmes les uns après les autres qui produisent. Et juste pour... par exemple, ils sont obsédés par voir ces énormes bateaux de croisière, là, ces trucs qui ressemblent à... où on a l'impression d'avoir 4 gratte-ciel sur l'eau, qui consomment autant que des millions de voitures, qui ne servent strictement à rien. Ils se disent, on va arrêter cela. Et pour l'arrêter, ils rentrent dans le système informatique de ces énormes compagnies dont je ne citerai pas le nom, et envoient à tous les clients un truc en disant, génial, vous êtes inscrit pour cette croisière, ça va être formidable. 1, on vous garantit que vous aurez une intoxication alimentaire. 2, on ne peut pas exclure qu'il y ait un terroriste, un mass murder parmi vous. Troisièmement, etc. Donc bienvenue, et ça fout en l'air tout le business de ce truc-là, et ça se bloque, et puis ensuite ils vont bloquer les trucs les uns après les autres, jusqu'à ce que ça bouge. On sent que c'est jouissif, mais en même temps, vous avez des comptes à régler. Je sais, je dis ça, je dis rien. Sophie, même question aussi pour vous. Qu'est-ce qui... mais oui. Mais quel a été l'élément déclencheur? L'étincelle, vous parlez d'un feu, donc c'est peut-être malvenu de parler d'étincelle, mais enfin, quel est l'élément déclencheur qui fait que ce livre existe? Et voilà, simplement. Alors déjà, moi, quand j'écris toujours parce que je suis en colère et parce que j'ai toujours envie de dénoncer ce qui m'apparaît comme absolument injuste et injustifiable et qui semble à peu près acceptable de la part des autres gens. Et donc, ma première idée, c'est vraiment une image qui m'est venue et que je ne saurais pas expliquer parce que quand j'écris, c'est souvent comme ça, en fait. J'ai une image comme si j'avais un petit film en tête et après, j'essaye de trouver le sens, comme si j'essayais de me souvenir de quelque chose qui était déjà arrivé. Enfin, c'est toujours un peu étrange. Et cette première image pour ce livre, c'était 2 personnes qui sont dans une forêt et qui comprennent qu'elles doivent fuir, en fait, parce qu'elles voient des avions passer au-dessus d'elles et qu'elles se disent « ça y est, c'est la guerre, maintenant il faut vraiment qu'on s'en aille ». Alors j'ai eu cette image en tête et je ne savais pas encore ce que serait la suite, mais je savais de toute façon que je voulais absolument parler d'environnement et d'environnement de telle façon que je puisse parler de convergence des luttes, parce que je considère vraiment que tout est lié. En fait, l'exploitation des humains, des animaux, de l'environnement, je trouve que tout ça émane d'un système d'exploitation et de domination globale. Et donc, à partir de cette idée, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait passer dans le ciel qui seraient des avions qui entraîneraient des personnes à fuir en les voyant? En fait, ce sont des canadaires, finalement. Et là, je me suis dit, bah oui, avec l'actualité, forcément, ça va de soi de parler des feux de forêt, en fait, parce qu'il y en a tellement, évidemment, en France et ailleurs. Donc, c'est une idée que j'ai eue, je pense, au moment des feux qu'il y a eu en Australie il y a quelques années. Mais oui, j'ai d'abord eu la volonté d'écrire un livre qui raconte justement le quotidien de personnes qui se trouvent dans un contexte de guerre, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye de raconter cette histoire comme si c'était une guerre du XXe siècle. Parce que ces guerres-là, on a absolument conscience de leur gravité et du fait qu'on était obligé de gagner, en fait, de gagner notre liberté et la justice. Et c'est pour ça que je voulais vraiment décrire comme si c'était au XXe, mais avec des enjeux qui sont absolument contemporains, en l'occurrence les feux de forêt. On parle d'ailleurs de soldats du feu. Et donc on a un langage, enfin dans votre livre, on est dans une situation qui est très militaire, hein, on est d'accord.
Après, il y a un moment aussi, il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi la société qui intervient, puisqu'il y a une rébellion en fin de compte. Je ne vais pas donner toutes les clés du livre, il faut le lire, il faut l'acheter et le lire, mais en même temps, on sent aussi les grands enjeux contemporains à travers le livre. Oui, c'est ça, parce que moi je considère vraiment qu'une grande partie des maux de notre siècle sont tous liés, en tout cas ils ont tous une cause commune, qui est, on pourrait dire, si on résume brièvement, en gros le capitalisme, ou du moins le fait de toujours s'intéresser à l'argent. C'est le profit avant tout, avant les humains, avant les animaux, avant la planète de manière générale. Et je trouvais que le feu, c'était vraiment quelque chose qui me permettait de parler de tout ça, de la société, des injustices, en gros. Parce que le fait de mobiliser donc des civils dans ce roman, ça montrait que ce sont finalement toujours les plus pauvres qui pâtissent en premier. D'accord. Annette, au niveau de l'écriture, justement, là, on a une idée, on a une intuition, on a une envie de travailler autour de cette problématique. Comment on écrit? Combien de temps ça prend? Comment on travaille sur un sujet comme le vôtre? Ouais. Oui, là, j'ai travaillé peut-être 5 ans. Mais là, j'étais déjà indépendante. Je suis indépendante depuis à peu près 10 ans. Et oui, mais pour moi, ça prend assez de temps. Ici, je devais faire je devais me documenter sur ce déchet nucléaire. Je ne voulais pas raconter des bêtises sur le plan technique. En sachant que ça ne serait pas un livre d'information sur les déchets nucléaires. Mais je voulais comprendre les enjeux, je voulais parler avec des gens, surtout des travailleurs qui ont travaillé là-bas. Dans les centrales. Là, c'était mon avantage de syndicaliste que j'avais des camarades qui m'ont raconté des réalités. Et ça c'était très, très utile. Mais après, il faut laisser... il faut estomaquer ou il faut procéder ces informations. Et je suis aussi allée à Hong Kong parce que moi j'ai fait mes études aux Philippines. Je suis aussi traductrice de littérature philippine vers l'allemand. Et à Hong Kong, j'étais frappée par un endroit qui me semblait comme le contraire des déchets nucléaires parce que c'était la fragilité extrême des femmes philippines qui travaillent dans les maisons et qui se rassemblent en plein air le dimanche parce qu'ils n'ont pas d'endroit à soi. Alors ils sont là-bas le dimanche. Et oui, ce sont des recherches qu'on fait et après il faut laisser croître les personnages. Les personnages se présentent un après l'autre. Et c'est après ça que je peux commencer à écrire. D'accord. On est aussi, c'est la scène d'introduction de votre livre, hein, justement, c'est Philippines à Hong Kong. Et donc, il y a à la fois du travail de terrain puis du travail de source. Martin, c'est la même chose. Vous faites partie d'un comité, un black cabinet qui va déstabiliser l'économie mondiale, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de nous dire avec votre livre? Alors, d'abord, moi, le bouquin, j'ai commencé fin 2019 à avoir cette idée et ce besoin d'écrire. Puis j'ai eu une petite pause pour grosse occupation Covid pendant quelques temps. Et ensuite, donc, je l'ai repris l'année dernière et je l'ai beaucoup écrit l'été dernier, ce qui était une manière aussi de me laver la tête après 9 ans à la tête des hôpitaux de Paris. Et pendant ce temps-là, beaucoup lire les rapports du GIEC et les autres, beaucoup lire, apprendre, essayer de comprendre et aller à la rencontre de scientifiques. Mais effectivement, le petit groupe de conspirateurs, il s'inspire d'un groupe que je connais bien, qui depuis,
ont essayé de réfléchir à ce qui pouvait s'opposer à la montée du populisme et à faire ce raisonnement. Donc, c'est plutôt il y a une vingtaine d'années, en disant nos parents se sont battus pour des sociétés démocratiques en Europe, pour une Europe avec des idéaux, et est-ce que notre génération va laisser cela se détruire? Et ce qui a conduit beaucoup d'entre nous à s'engager, qui dans des associations, qui à écrire, qui à faire des reportages, etc., ou pour essayer de faire ça. Et j'ai repris cette idée-là en disant, face au turning point, c'est un concept clé dans le livre, turning point, c'est ce moment que le GIEC décrit et qui n'est pas si loin d'aujourd'hui, où à un moment les choses échappent, c'est-à-dire que les évolutions qui pouvaient être réversibles deviennent irréversibles. Si à un moment l'Arctique et l'Antarctique se mettent à fondre trop vite, les courants s'inversent, les saisons se dérèglent pour de vrai, le désert gagne sur des surfaces gigantesques, les côtes disparaissent. Juste pour avoir ça en tête, moi, je trouve qu'il y a quelques données assez simples. Celles et ceux qui sont la partie des 7 milliards de la population mondiale qui est immédiatement menacée par l'élévation probable du niveau de la mer, c'est 1 milliard de personnes. C'est 1 milliard de personnes qui ne pourront plus habiter là où elles habitent aujourd'hui. Et je compare cela aux grandes données, aux grands chiffres. C'est vous qui parliez de ce qui se passait au siècle que vous n'avez pas connu, au XXe siècle. C'était pas sympa de dire je suis quelqu'un du XXIe siècle et j'ai regardé comme historienne le XXe siècle parce que nous, c'est notre période, je vous signale. Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais vous l'avez pensé. Donc, quand on regarde les grandes catastrophes du XXe siècle, et Dieu sait qu'elles sont grandes, c'est quelques dizaines de millions de personnes. Et là, on a une catastrophe à milliards de personnes qui se profilent 2 logs au-dessus. Et merde, on resterait les bras croisés à se dire « Ah, c'est con », d'où mon épilogue en 2100 disant « Si on avait su, on aurait peut-être pu accepter que les limitations de vitesse soient à 110 km/h et pas 130 parce que ça fait toujours ça de prix, etc. » Le livre, vous parliez de votre colère, et là, c'est cette sorte d'incrédulité entre les conséquences de l'inaction gigantesque et finalement les faibles concessions qu'il faut faire pour l'éviter. Moins 4% d'émissions par an, c'est peut-être revenir à la manière dont on consommait il y a 20 ans. On n'avait pas l'impression d'être dans une situation de frustration épouvantable. Voilà. Donc c'est ce contraste-là et ce qui se passe dans nos têtes que j'ai essayé d'analyser, parce qu'en fait, si on réfléchit, on a tout ça dans nos têtes, on est tous pris dans ces contradictions de faire un certain nombre de choses dont on se dit qu'on pourrait ne pas les faire. Annette ? Si je peux ajouter juste, pour moi, c'était peut-être cet espace de Hong Kong et de Manille. Pour moi, c'était très, très essentiel d'avoir des personnages provenant de différents endroits du monde. Parce que quand je suis à Manille, et j'ai passé juillet au août à Manille, où un cyclone a suivi l'autre, je suis tellement frappée à la rentrée ici, comment paisible la vie est, surtout en Suisse, on doit dire. Mais là-bas, à Manille, on est en pleine catastrophe. Et il y a des gens qui sont habitués que ces maisons se remplissent d'eau pendant des mois, chaque année, et on s'est habitué à ça. Et on s'est habitué, on a trouvé des chemins pour faire comme ça, mais l'urgence est vraiment le quotidien. Alors, c'était une des raisons pour moi d'avoir ces personnages qui parlent aussi des langues très, très différentes. Pas de souci. Sophie, même question aussi. Quelle source, comment on travaille un récit comme le vôtre, en fait?
Bon, évidemment, j'ai aussi essayé de m'informer beaucoup sur la situation parce que décrire comment on lutte contre les feux, c'est pas quelque chose que je connais, en tout cas pas dans mon quotidien. Donc j'ai tâché de m'informer du mieux que j'ai pu en regardant des reportages, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, les gens peuvent deviner comment je me suis informée, quoi, forcément. Mais de mon côté, j'avais vraiment envie de faire un livre qui soit le plus réaliste possible, en fait. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis attardée. Parce que souvent on en parle un peu comme une dystopie, et pour moi c'est pas du tout une dystopie, parce que tout est réel, sauf que ce ne sont pas encore des civils qui sont mobilisés pour lutter contre les feux, encore que ça se discute en réalité, puisqu'on voit déjà que, ne serait-ce qu'en France, quand il y a des feux, les gens qui voient le feu arriver jusque leur maison, bah, on les voit même à la télé avec leurs petits jets d'eau qui n'ont l'air vraiment de servir à rien. Mais oui, donc dans ce livre, la seule chose qui n'est pas tout à fait réel, c'est le fait que ce sont des civils qui sont mobilisés. Mais à part ça, je considère que tout est vrai et que donc ça plausible en fait... aussi, on va Oui, dire c'est ça comme ça. ça. Ouais. Oui, c'est ça, parce que quand on dit une dystopie, je me dis, bah non, c'est pas une dystopie en fait, parce que c'est déjà ce qui se passe maintenant, sauf que ce ne sont pas des civils. Oui, parce que là, quand on lit votre récit, on se retrouve dans le sud de la France l'année passée, je crois, il y a eu d'énormes feux. On se retrouve en Australie, on se retrouve au Canada, qui brûle toujours d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Et puis quand vous me dites on n'est pas obligé d'être professionnel, ben, par exemple en Suisse, on est deux familles pompiers amateurs et ça arrive que des copains à moi combattent des feux dans les montagnes notamment. Donc voilà, il ne se passe pas grand-chose en Suisse, mais de temps en temps un feu quand même. Mais effectivement, comment dire, le récit, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a aussi deux personnages, en tout cas un personnage principal et son copain. Et ça, c'était une question que je voulais vous poser, c'est comment, enfin Nino, est-ce que c'est un personnage que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui vous ressemble ou d'où vous l'avez sorti ce personnage-là en fait? Alors, qui est central dans votre histoire, en fin de compte. Oui, c'est ça. Ben, c'est là où justement le roman que je considère comme étant réaliste devient un peu utopique. C'est-à-dire que sans dire ce qui se passe à la fin du livre, j'ai quand même essayé, moi aussi, comme vous disiez, d'arriver sur quelque chose où j'aimerais que ça se passe comme ça. J'aimerais qu'à un moment, les gens se disent « Ah, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être faire ça ». Bon, après, évidemment, je ne vais pas tout dévoiler. Mais on ne parle pas de la rupture finale du récit. Oui, c'est ça. Mais non, Nino, c'est personne qui existe. Honnêtement, je ne connais personne qui soit comme ça. C'est pour ça que c'est un peu utopique. C'est pas moi, même si, bien sûr, comme j'écris parce que je suis en colère, il y a toujours un peu mes idées dans un livre, ou même dans tous les textes que j'écris. Donc, il y a forcément un personnage qui me ressemble un peu. Je ressemble un peu à Nino. Mais je ressemble aussi un peu à Joseph, qui est son grand ami, qui est l'autre personnage principal. Finalement, je suis un peu tout le monde et personne dans ce livre. Et les personnages me viennent, j'ai l'impression de les connaître, parce que comme disait Annette, moi aussi je réfléchis longtemps et je laisse du temps aux personnages. En fait, je prends pas vraiment le temps de me dire, voilà, maintenant je prends un carnet, je prends un crayon et je décris mon personnage pour voir à quoi il ressemble. Je laisse juste évoluer dans ma tête et voir qui il devient par lui-même, en quelque sorte. Et le feu, là, au milieu, c'est aussi un personnage? C'est un peu de vous aussi? C'est la colère, c'est cette génération qui veut déplacer... Enfin, c'est un peu ça aussi? On peut voir une image, là? On pourrait y voir une image, en même temps, ça serait quand même paradoxal, parce que le feu est très destructeur. Après, ça dépend de ce qu'il détruit. S'il détruit effectivement le vieux monde, alors oui, c'est ma génération, du moins les révoltés de ma génération, on va dire. Après, j'ai pas pensé le feu en tant que personnage, ça c'est sûr, mais plutôt en tant que moyen, finalement. En disant, bah voilà, il y a des choses qui brûlent, est-ce que ça serait pas justement le bon moment pour laisser certaines choses brûler? D'accord. Moi, j'ai aussi trouvé dans vos 3 livres, il y avait une dimension très politique. Alors en Suisse, tout est politique, on est d'accord, même le chocolat, mais quand même. Annette, première question, est-ce que c'est un acte politique, votre livre? Au sens vraiment gestion de la cité, mais aussi politique, puisque bon, il y a des partis, il y a des décisions, il y a des investissements à long terme, donc c'est un peu l'argent de la collectivité. En deuxième ligne peut-être, parce que si je veux faire de la politique, je fais de la politique. Je suis engagée, je suis... oui, il y a beaucoup de choses, mais par exemple, quand j'avais travaillé comme syndicaliste, qui m'a fait très plaisir,
Je sentais que c'était très urgent, mais j'avais pas du tout envie de lire des romans réalistes politiques, par exemple. J'avais un grand désir de la littérature expérimentale, d'un parce que j'étais noyée dans la langue de bois politique de mes propres mouvements. Et j'avais toujours écrit déjà, c'est pas le premier roman. Et là, pour moi, la littérature, c'est vraiment un endroit pour rafraîchir la langue, pour aller plus profonde, pour me poser des questions qu'on peut pas se poser dans l'actualité, dans l'engagement politique, parce qu'on n'a pas le temps, on doit agir, tout ça. Et pour prendre un peu un retrait et réfléchir et me poser cette énigme de ma propre attraction, parce que je ne suis pas du tout religieuse. Et pourquoi est-ce que j'avais ce désir d'intégrer cet ordre, ce clergé nucléaire dans ce moment-là? C'est un peu cette énigme qui m'a portée. Alors, et c'est devenu très politique. Après la parution, j'étais invitée en Allemagne un tour, et maintenant je vois que les discussions en France, qui sont très différentes des discussions en Allemagne, en Suisse encore. Là, j'ai vu, après la parution, dans les discussions qui me passionnent, je vois comment, où est la politique du livre, peut-être. En même temps, après Martin, je vous passe la parole. En Suisse, on a un vrai débat, et ça vaut aussi pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne et la Suisse ont décidé de se passer du nucléaire, définitivement. Et on démantèle aujourd'hui des centrales nucléaires. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets? Vous tombez pile poil au bon endroit avec le livre. Oui, l'année passée, on a choisi l'endroit où on va construire. Alors, et il y a, par exemple, une question très, très, très précise. Ce qui est différent en Suisse qu'ici. En Suisse, on a privatisé les entreprises d'énergie, et on a laissé la responsabilité pour les déchets avec ces entreprises. Et ça, je trouve hallucinant que ces entreprises sont forcées de penser dans une temporalité d'entreprise, des bilans trimestriels, du marché d'électricité qui marche aux secondes. Et on les pose le tâche de penser dans des centaines de milliers d'années de mémoire. Alors et ça, je crois que c'est une réalité que beaucoup de gens dans mon âge, qui sont un peu dans des positions au milieu des échelles des institutions, on est là, on doit agir très très vite tout le temps et penser au long terme. Et comment en faire, et peut-être sortir dans un... Et dans les 3 livres, il y a des petits groupes qui se forment, qui sortent des institutions pour faire quelque chose d'autre. Mais ma question est comment est-ce que c'est lié, ces actions des petits groupes, avec les États, avec les grandes structures qui doivent changer pour que le COP25 peut être abouti. Oui. L'idée, c'est à chaque fois, effectivement, il y a des petits groupes, des rébellions, l'idée de changer les choses, alors sur le très très long terme ou plus court terme, mais effectivement, il y a à chaque fois trois mêmes constats. Effectivement, il fait très chaud. Martin? Moi, je ne pensais pas du tout écrire un livre qui ait une dimension politique, mais pas du tout. Je pensais écrire un roman gentil avec des personnages que je me donne du mal à forger, venant de loin, parce que je ne suis pas romancier, etc. Il y a des histoires d'amour, des histoires d'amour, etc. Et je ne pensais pas du tout faire un livre politique jusqu'à ce que je sois victime d'un plagiat. Mais oui, si vous regardez le livre, il y a un moment où il y a une ministre de l'Intérieur qui réunit au palais de justice des préfets, des commissaires de police,
des magistrats et qui leur dit l'ennemi numéro 1, ce sont les écoterroristes, ceux qui vont dans les musées, ceux qui se mettent devant les tracteurs, etc., etc. Voilà le grand ennemi de la société. C'est la priorité numéro 1 du gouvernement. Nous allons les dissoudre, etc., etc. Et j'étais très fier de mon imagination débridée. Très, très fier. Et quelques mois d'après, il y a quelqu'un qui s'appelle Gérald Darmanin. Et je lis, je dis, mais merde, il a dû avoir accès. Il a hacké, moi qui ai écrit un livre sur le hacking, il a dû hacker mon ordinateur, s'inspirer du discours et le resservir. Tout ça est vrai. Sérieusement, j'ai essayé aussi, parce que vous parliez de votre colère, moi, je ressens une forte colère, justement, tout à l'heure, on utilisait le mot écoterrorisme. Je trouve scandaleux d'utiliser ce mot. Alors, je le dis d'autant plus que l'un des périodes les plus fortes de ma vie professionnelle a été la période du Bataclan, où les hôpitaux ont travaillé face au terrorisme et à aider les victimes de terrorisme. Donc je vois à peu près ce que signifie le terrorisme, de viser des innocents pour faire le plus de morts et de blessés possible. Voilà, ça je comprends très bien. Je ne pense pas qu'empêcher la construction d'un pipeline, ou etc., soit du terrorisme. Alors peut-être qu'il y a un problème de légalité, mais dans ce cas-là, il faut qu'on y réfléchisse. Mais l'assimiler au terrorisme, je trouve que c'est vraiment d'une perversité gigantesque. Et de la même manière, peut-être moins grave, mais au moins autant insidieux, je trouve que ceux qui ont forgé le concept d'écologie punitive pour décrédibiliser la demande de modération ou d'effort ont un rôle terriblement délétère. Et d'une perversité que je me suis intéressé à essayer de décortiquer. Parce qu'en réalité, ceux qui dénoncent l'écologie punitive en disant « les écoutez pas, attention, ils vont vous punir », c'est parce qu'ils ont peur d'être punis eux-mêmes. Parce qu'effectivement, quand vous regardez, si vous adoptez tous les meilleurs éco-gestes du monde, vous arriverez à réduire votre empreinte, et je le souhaite, votre empreinte carbone de 20%. Il y a 80% qui ne dépendent pas de vous. Il y a 80% qui dépendent des choix industriels, des choix de transport, de choix collectifs. Alors, ils dépendent de vous indirectement, parce que ce sont vos représentants qui vont les décider. Ou bien c'est votre mode d'action par rapport à la consommation qui peut le décider et faire bouger des entreprises qui n'auraient plus intérêt à pousser les hydrocarbures, etc. Donc, il y a une partie 20% directe et 80% indirecte. Mais en tout cas, quand on sait que 10% de la population qui n'est pas très représentée entre nous, 10% de la population est responsable de 50% des émissions, et qu'en revanche, 50% de la population, les 5 premiers déciles en termes de revenus de la population, ne sont responsables que de 10% des émissions, vous voyez que le problème n'est pas de savoir si on va punir les pauvres. Il y a un sondage que je trouve... Il faut se méfier des sondages, mais il y a une enquête remarquable qui a été faite par l'OCDE pour regarder où était le climato-scepticisme et ce qui expliquait le climato-scepticisme dans une quinzaine de pays. Donc ils ont fait une enquête de très grande qualité sur des très grands nombres dans une quinzaine de pays pour essayer de caractériser ceux qui ne croyaient pas au réchauffement climatique. Et ils ont regardé quel était le facteur commun de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Alors, le facteur commun, ce n'était pas le niveau d'études, ce n'était pas le secteur de travail, etc. C'était une chose, c'était ceux qui y croyaient et ceux qui étaient bien desservis par les transports en commun. Parce que ceux qui sont bien desservis par les transports en commun n'ont pas cette angoisse de se dire qu'effectivement, si jamais on met plus de taxes sur le diesel, etc., ils vont se retrouver démunis. Et je trouve cette étude fabuleuse, parce qu'elle veut dire où doit être l'action. L'action, elle doit être effectivement de développer les services qui permettent à la majorité de la population de s'en sortir sans avoir besoin de brûler 10 tonnes de carbone par an et par personne. Et voilà, ça c'est un programme. Donc je ne sais pas si c'est politique, mais...
Oui, il y a un peu de ça quand même. Hein. Bah, n'oublions pas non plus que le mot terrorisme, on l'utilise à chaque fois pour calmer les ardeurs de réflexion de la population. Et que c'est quand même une invention des Allemands concernant les résistants français et qu'on l'a utilisé au Moyen-Orient pour parler de terroristes, alors que c'est des gens qui se considéraient comme des résistants français, mais en l'occurrence irakiens, afghans et autres, contre notre envie et notre appétit de pétrole. Mais enfin, ça, c'est un autre débat, en tout cas de contrôle du pétrole. Même question pour vous, Sophie, après on passera aux questions de la salle. L'acte politique, l'idée de faire prendre conscience, je pense que c'est assez évident, mais justement, comment vous vous inscrivez dans ce contexte politique, évidemment, et avec votre livre? Alors pour moi déjà tout est politique et surtout quand j'écris, même si j'essaye de ne pas être trop moralisatrice parce que bon, je ne pense pas que je vais faire passer mes idées en faisant la morale, même si c'est parfois un peu tentant, c'est vrai, j'admets. Mais oui, pour moi tout est politique et donc dans ce livre je savais que c'était un sujet politique sans en avoir l'air en réalité parce que voilà on parle de feu. Et il y a vraiment moyen d'écrire ce genre d'histoire en faisant quelque chose d'absolument sensationnel, juste pour les gens qui ont envie de lire un truc qui va leur faire peur, tout ça. Moi, c'était pas du tout mon idée. C'est pour ça que le livre, finalement, est assez lent, parce que je voulais montrer à quoi ça ressemble. Et dire, voilà, c'est ce qui se passe, ça, c'est peut-être ce qu'on aurait intérêt à faire ou à ne pas faire. Et pour moi, le côté politique est là. Après, j'ai vraiment aussi essayé d'écrire un livre qui soit engagé dans la mesure où j'essaye aussi par cette histoire de faire comprendre, comme j'ai déjà dit auparavant, à quel point tout est lié dans la société, dans notre système actuel. Et je pense que c'était aussi... Enfin, pour moi, il y avait presque un enjeu politique, parce que je parle aussi de la cause animale dans ce livre, qui est aujourd'hui totalement dépolitisée ou alors absolument moquée. Enfin, on pense souvent que c'est quelque chose, un peu des sensibleries, en fait, quand on est sensible aux animaux, sauf que c'est une question de justice. Et pour moi, vraiment, un des enjeux se trouvait là, de dire défendre les animaux au même titre que défendre toutes les causes, c'est aussi en fait une lutte politique, parce que la façon dont on les traite est absolument symptomatique de la façon dont on se traite même entre nous. Et donc tout ça est lié. Voilà. On le voit à un moment donné dans votre récit. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il suffit de lever la main et on a des micros qui vont arriver. Oups là. Oui, tout en haut. Bonjour, je vous remercie pour ce partage, parce que c'est vrai que ça me touche beaucoup d'entendre chacun de vos expériences à travers ces livres. J'ai tous envie de les lire, mais je pense que je n'arriverai pas parce que j'ai un petit garçon d'1 an. Mais juste quand j'ai entendu parler de climato-scepticisme, je me suis dit, mais comment on en arrive à que même dans un FIG aujourd'hui, je sais que c'est tout un chemin pour arriver à parler de climat et d'urgence et de capitalisme aussi, on a quand même des climato-sceptiques qui interviennent. Et je vois que même pour des petites actions qui ont l'air toutes simples, on est tout de suite considéré comme des délinquants quand on essaie d'agir à notre échelle. Et voilà, donc ça m'interpelle. Annette ? Pour moi, cette idée de scepticisme où était la question de la confiance. Est-ce que je fais confiance à quelqu'un qui me dit quelque chose que je ne peux pas vérifier parce que Et on a vécu ça avec le Covid, avec d'autres choses. Et ici aussi, pour moi, j'ai appris en écrivant ce livre, avec les déchets nucléaires, il faut dire aux gens, au futur, ne creusez pas ici. Mais on traite ça comme une question technique, comme on pourrait faire avec des recherches sémiotiques le message parfait pour dire aux gens qu'on ne connaisse pas. Et ça, là, j'entre avec mon amour des langues et des relations. Et il faut investir, il faut prendre soin des relations entre hommes,
entre institutions et citoyens, citoyennes, pour que un message soit crédible. Et ça, avec le climat aussi. Qu'est-ce qui se passe qu'une grande quantité des gens pensent que tous les intellectuels, tous les scientifiques sont des imbéciles? Ça me bouleverse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé ici? Et qu'est-ce qu'on faut faire pour créer des liens encore entre des gens où on se prend sérieux l'un les autres? On s'écoute en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose qui est redoutable à travers votre question et ce que disait Yannette à un moment sur qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre que les scientifiques seraient des imbéciles. Moi, je vois... Quand on regarde, il y a une frange de la population assez commune qui est contre les vaccins, pour Poutine, et qui pense que le réchauffement climatique est une invention pour pouvoir les brimer. Donc on retrouve... On le voit, moi je vois sur ceux qui m'injurient, ou etc. Sur les réseaux, c'est souvent les trois choses qui vont avec. Ce qui est en commun, c'est un sentiment anti-système de personnes qui se sentent exclus de ce qu'ils appellent le système et que, grosso modo, nous incarnons. Ce qui est redoutable, c'est que plus le consensus monte parmi les scientifiques, et au cours des 5 dernières années, ça a beaucoup évolué. Quand vous regardez les rapports du GIEC, ils étaient plus partagés. Quand vous regardez les positions des scientifiques, ils étaient un peu plus partagés. Et là, il y a eu une convergence et la plupart des scientifiques et une assiette plus large de scientifiques sont convaincus non seulement de l'anthropocène, de l'effet de l'homme sur le climat, mais de son ampleur, de son mouvement, du moment où ça va être irréversible, comme l'évoquais tout à l'heure, etc., etc. Ce qui est redoutable, c'est plus il y a de consensus dans les scientifiques, plus ceux qui n'y croient pas sont renforcés dans leur conviction qu'il y a une manipulation. Puisqu'ils sont tous d'accord, ça veut dire qu'ils répondent à une idéologie. Et ça, c'est un sacré problème. Je n'ai pas complètement la réponse. Si je fais un petit détour, moi, ce qui m'a frappé, quand je présidais Emmaüs, je faisais des conférences à travers toute la France, j'avais exactement le même degré de notoriété, je parlais exactement du même sujet. Suivant les endroits où j'étais, il pouvait y avoir 500 personnes ou 12 personnes. Qu'est-ce qui faisait qu'avec le même degré de notoriété, ou le même, les salles étaient pleines ou les salles étaient vides? C'était la force du tissu social. Les salles étaient pleines quand il y avait une tradition d'engagement, d'un tissu vivace, qui soit associatif, mutualiste, etc., etc., etc. Ceux qui sont exclus du tissu considèrent, et je ne les juge pas pour cela, mais ils considèrent qu'il y a un système qui les exclut, et donc il faut, si on veut éviter effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'un gouvernement ait peur de passer à 110 km/h, pense qu'être passé à 80 km/h, et d'avoir l'obligation d'avoir des présidents de la République qui expliquent qu'ils adorent les bagnoles en se disant c'est ça ce qui me sauvera. Ce qui pose je pense que ça pose un vrai problème d'en être arrivé là. Si on veut éviter cela, il faut effectivement, on a une sacrée responsabilité pour réintroduire dans un tissu, y compris dans un tissu où on accepte la contradiction, celles et ceux qui ont l'impression d'être mis en dehors du débat et qui ne discutent plus qu'entre eux. Nous, on ne va pas faire nos Suisses de service, mais enfin, nous, on a inventé ce qu'on appelle la démocratie directe, et ça marche plutôt pas mal. Hein. On a des débats justement sur la question de l'aménagement du territoire, on a souvent biaisés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent et des lobbies de chaque côté, mais enfin, on a un peu cette impression, vue de Suisse, qu'ici, il y a un espèce de plafond de verre qui bloque toute discussion, quoi. Mais bref, ça, c'est une petite analyse à chaud. Non, mais par contre, ici, un événement comme ceci, oui. On n'a pas ça en Suisse. Ça, je suis d'accord. Que des centaines, des milliers de gens qui vont ici, grand public, se débattre sur des choses comme ça, s'informer, écouter les gens. Ça, on a Vous êtes des Suisses qui vous ignorez. Oui. Non, il faut... Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais je suis alors entièrement d'accord. Oui. Et c'est de la qualité aussi qu'on a ici, ouais, en termes de débat. Je ne sais pas, nouvelle question.
Oui, on a souvent entendu un lien entre l'écologie et le capitalisme, n'est-ce pas? Et le lien est assez facile à trouver, bien entendu. Le capitalisme favorise évidemment des comportements toujours plus énergivores. Mais pensez-vous que ce soit très différent dans les pays communistes? Mes personnages ont exactement ce débat, ça doit être page 173, en disant... et donc ils en concluent à la fois qu'effectivement le capitalisme tel qu'il est strictement incompatible avec le préservement de l'environnement, mais ils se disent, quand on regarde l'état de l'environnement dans l'ancienne URSS, en Allemagne de l'Est, etc., et évidemment, voilà. Donc on a un système de production. Vous savez qu'il y a la différence entre le capitalisme et le communisme. Vous savez pas? Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est l'inverse. Annette. Il est pas mal celle-là. Non, mais la question est comment sortir d'une économie de croissance de consommation. Oui. Et ça, pour moi, c'est devenu la question. C'est pas donner des réponses, c'est où le marché ou la planification étatale. Est-ce que étatale, c'est un mot étatique? Non, mais c'est pour quel problème il faut quelle manière de coordination. Mais je suis convaincue qu'il faut avoir un rôle très fort de l'État. Parce qu'il faut pouvoir interdire des choses. Et un rôle très important des juridictions. Ce qui se passe à 100 km d'ici, à Strasbourg, où devant la Cour européenne des droits de l'homme, il y a quelques jeunes Portugais qui sont venus attaquer les responsabilités sur la mise en cause de l'environnement, etc. Je pense qu'une grande partie de notre salut peut venir de l'évolution juridictionnelle. C'est celle qui a fait bouger les protections. Parce qu'en fait, ceux qui décident, qu'ils soient chefs d'entreprise ou politiques, ont peur du juge. Ils ont un peu peur du suffrage universel et ils ont très peur des juges. C'est la séparation des pouvoirs, hein. C'est quand même un des principes de la démocratie, en parenthèse. Oui, Sophie. Bon, moi, je ne prétends pas avoir suffisamment de connaissances politiques ni d'expérience, d'ailleurs, pour répondre à ce genre de questions. Mais j'ai quand même l'impression que même dans les systèmes qui sont supposés communistes, en réalité, ce n'est pas vraiment du communisme. Parce que l'objectif est quand même toujours la croissance et c'est jamais le bien commun. Pour moi, ça, ce n'est pas du communisme. Question suivante. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Merci beaucoup pour ces éléments de réflexion qui sont inspirants. Moi, je suis chercheuse, je suis géographe. J'ai participé au dernier rapport du GIEC et je partage complètement le témoignage que vous apportez sur finalement ce que je vais appeler le diagnostic aujourd'hui, un diagnostic qui est par chance de plus en plus partagé, qui est assez large. Et ma question, elle sera sur, au-delà finalement du diagnostic, au-delà de la colère, au-delà de la dénonciation, au-delà de dresser l'état des lieux, comment est-ce qu'à ce stade, vous vous projetez dans les futurs possibles? Alors, il y a eu quelques éléments d'intervention, hein, notamment de Martin Hirsch sur l'importance de renforcer à l'échelle individuelle les comportements éco-citoyens et d'essayer de faire en sorte que le 20% gonfle pour faire bouger le 80%, par exemple, ou sur ce que vous venez de mentionner, potentiellement actionner des leviers juridiques. Mais comment, au stade de la réflexion dans laquelle vous êtes, et moi ça m'interroge aussi en tant que chercheuse en fait, puisque mon rôle, c'est de mieux comprendre le réel, mais à un moment donné, on a envie de basculer dans le futur, hein, et on a envie d'écrire, hein, des futurs possibles, de donner à partager des futurs possibles pour dépasser le stade assez accablant des constats et inviter chacun à pouvoir matérialiser des futurs possibles pour que collectivement on puisse basculer vers un autre stade finalement de l'action. On a besoin de pouvoir le rêver, ce futur, et surtout tous ces jeunes en fait, hein, qui sont piégés dans l'héritage. Donc je vous pose à tous les trois cette question.
Parce que moi, j'ai réfléchi beaucoup et je suis en train d'essayer quelque part de basculer de la science à une espèce de science-fiction, mais fiction réaliste, écrire les futurs, en fait. Sophie? Oui, alors là, je vais livrer vraiment moi, mon point de vue, qui, je sais, n'est vraiment pas le point de vue de beaucoup de gens autour de moi, mais je suis franchement convaincue. Alors actuellement, je trouve que le système est vraiment centré sur cette idée que les individus sont faits pour servir à quelque chose. Évidemment, c'est cette idée de capitalisme, de croissance perpétuelle, et donc tout le monde est là pour travailler. On va à l'école pour apprendre à obéir, en gros, hein, si je simplifie un peu. Ensuite, on doit travailler, puis si on a un peu de chance, on aura une petite retraite. Ça, c'est vraiment un système qui considère l'individu comme étant là pour servir à quelque chose, ce quelque chose étant le profit perpétuel des mêmes personnes. Et pour moi, la chose qui vraiment cristallise ce problème, c'est ce qu'on appelle le spécisme. Donc j'ai expliqué le terme parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Le spécisme, c'est la discrimination par l'espèce. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont plus importantes que d'autres, en théorie. Évidemment, l'humain est au-dessus de toutes les autres espèces. Et après, il y a encore toujours une hiérarchie. C'est-à-dire que les vaches, par exemple, n'ont pas la moindre importance, mais les chats, eux, ça va, ils sont directement au-dessus des humains. Mais d'autres animaux, les poulets, alors là, tout en dessous, ils servent vraiment à rien. Ça, c'est le spécisme. C'est vraiment le système typique des individus faits objets, faits moyens de gagner de l'argent, en gros. Pour moi, il faut absolument sortir du spécisme parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il semble absolument naturel d'exploiter tout le monde et la nature aussi. Et sortir du spécisme, donc pour évoluer vers une société antispéciste, pour moi, ça nécessite aussi de sortir du carnisme. Autre mot qui est assez peu connu, mais qui est vraiment important, le carnisme, c'est en gros ce qui s'oppose au véganisme. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette conviction qu'on est carnivore. Déjà, on n'est pas carnivore, on est omnivore, c'est quand même une importante différence. Et on se dit, les personnes, ne serait-ce que végétariennes, elles sont différentes. Nous, on est normaux, et puis il y a les végétariens, pire, il y a les véganes. Sauf qu'en réalité, le fait de manger de la viande, c'est aussi un choix dans la mesure où aujourd'hui, on n'a plus besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Il y a un mot donc pour parler de cette idéologie, parce que c'est vraiment une idéologie, c'est le carnisme. Quand on sait l'impact absolument phénoménal qu'a la viande sur l'environnement, et puis même sur le bien-être de manière générale, parce que quand on voit les gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est pas du tout souhaitable. Pour les animaux, il va de soi que c'est pas souhaitable non plus. Et pour moi, l'avenir, il est là, justement, dans le fait de devenir antispéciste et de se dire, oui, manger de la viande, c'est une idéologie, ça n'a plus rien de normal aujourd'hui. Et donc, le carnisme, merci, c'est fini, c'est le passé. Ok. Martin, et puis on finit avec Annette. Si j'avais une réponse simple à la question, ça serait d'une part très présomptueux. Je pense que c'est un débat en soi. Mais... pour autant, si je prends deux ou trois choses. La première, on fonctionne toujours avec comme indicateur principal qu'on suit mois par mois parce que la Banque de France va le dire, l'INSEE va le dire, le gouvernement va le reprendre, etc., etc., qui sont l'indicateur du PIB tel qu'il a été défini à l'époque où il n'y avait pas de problème de réchauffement climatique et dont la croissance qui est considérée comme un signe de bonne santé est juste problématique. Donc, il y a eu des réflexions il y a 10 ou 15 ans avec Stiglitz et quelques autres, et Piketty et quelques autres sur comment il pourrait y avoir d'autres indicateurs qui servent de boussole. Je pense que ce n'est pas archi compliqué de se mettre à suivre ces autres indicateurs qui peuvent conjuguer des effets sur l'emploi, sur une partie de croissance économique, mais de la bonne croissance, etc. Mettre en négatif ce qui est de la mauvaise croissance. Donc, on peut avoir des boussoles différentes des boussoles actuelles qui, effectivement, sont ça. Alors, la deuxième chose, moi, je suis assez... Mes personnages ont été assez séduits par un concept qui est le concept de la carte carbone, qui correspond à l'équivalent d'une carte de crédit, sauf au lieu d'avoir les euros, il y a les montants de carbone que vous avez le droit de dépenser. Et qui est un mécanisme qui a été travaillé par des chercheurs, qui a été
étudié par la Banque centrale Angleterre, parce qu'il y avait un des anciens ministres de Tony Blair qui avait essayé de soutenir le sujet, qui en fait, le raisonnement est très simple. Hein, si je reprends l'analogie avec les périodes de guerre, quand il n'y a pas assez de beurre, on met des cartes de rationnement et le nombre de tickets de rationnement correspond au beurre disponible. Donc là, on nous dit qu'on doit consommer X tonnes de carbone pour l'ensemble de la France. On les distribue entre les uns et les autres. Il y en a qui n'arriveront pas au sommet et qui revendront à d'autres, mais on sera sûr qu'à la fin, on n'aura pas fait 5% de plus. Alors ça paraît complètement utopique, mais moi je viens d'un secteur, l'hôpital, où chaque année, le Parlement dit on n'aura pas le droit de dépenser 1 euro de plus pour la santé. Pourtant, on pourrait dire... Ah, donc je trouve qu'on devrait pouvoir dépenser quelques euros de plus pour la santé, mais en revanche, caper le carbone. Alors ensuite, mon côté, jusqu'à il y a quelque temps, je pensais que le projet européen allait permettre de pouvoir enfin agir sur l'environnement. Parce que si l'Europe met des normes, effectivement, ça emmerde et les Chinois et les Américains. Si l'Europe pardon, et ces 500 millions de personnes font des choses décidées, ça a une influence sur l'ensemble du monde. Et mon désespoir actuel, c'est de voir en ce moment la plupart des pays européens en train de rebasculer en arrière, la Commission européenne de faire marche arrière sur les plans climatiques, etc., etc., et pays après pays, entre les Pays-Bas qui ont peur des paysans quand ils diminuent les pesticides, en France où on a peur de tout ce qui ressemble à quelque chose qu'on qualifie de manière très anomique de gilets jaunes, etc., etc. Voilà, donc, mais je trouve qu'il y a un objet qui peut répondre à une bonne souveraineté, qui est effectivement l'objet européen, et ça serait souhaitable que ce soit un bon débat de l'année qui vient avant les élections, je trouve. Annette, 30 secondes. Et puis, Oui. bon, nous, on n'a plus que tout. Oui. Il faudrait que l'Europe intègre la Suisse, mais ça, c'est un autre débat, ça qu'on pourrait lancer un jour, je pense. Oui. Mais donc rapidement, et après, on aura terminé parce qu'il faut qu'on libère la salle. Mais par contre, vous aurez le temps de venir faire signer les bouquins, de les acheter, les faire signer. Annette. Oui, je suis les idées certainement sur les indicateurs économiques. Et là, j'ajoute que dans des économistes féministes que je trouve très importants, qui montrent qu'il y a une grande partie de l'économie qu'on ne voit pas parce que ce n'est pas monétarisé. C'est une économie du soin, une économie où il y a une richesse, où il faudrait investir dans une richesse du temps. Et là, je vois des voies. Comment s'imaginer une vie riche qui ne dépend pas des matériaux seulement, mais une richesse du temps. Ok, très bien. Écoutez, merci pour cet échange. Je vous souhaite merci à nos auteurs qui vous retrouvent à la table. Et puis bonne suite de salon. À bientôt.